Agnès Evren, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord pour le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, reporter pour BFM TV en Ukraine. Il a été tué hier par un tir d'obus russe alors qu'il suivait un convoi d'évacuation de civils dans le Donbass. Votre réaction? Écoutez, évidemment, un sentiment d'immense tristesse. Et je voudrais bien sûr exprimer ma solidarité à la famille et à toute la rédaction de BFM TV. Ça n'est plus possible aujourd'hui de pouvoir mourir alors qu'on est dans l'exercice de son métier. Il y a eu déjà 8 journalistes qui ont été tués depuis ce début du conflit. Et donc c'est d'autant plus choquant qu'il a été tué malheureusement alors qu'il était en train de couvrir une opération humanitaire et non pas une opération de combat. Donc j'ose espérer que toute la lumière sera faite sur les conditions de ce meurtre, on peut le dire. Vous êtes députée européenne, membre de la commission de l'environnement au Parlement de Strasbourg. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont entendus cette nuit pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année et avec une dérogation pour la Hongrie. Alors par définition, c'est un compromis. Comment le jugez-vous? Comment l'appréciez-vous? Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'hier encore, on craignait que l'Union européenne soit divisée. Eh bien, c'est tout l'inverse. Et on voit bien qu'il y a une unité européenne qui est inébranlable sur un point absolument essentiel. C'est le soutien très fort apporté à l'Ukraine sur le plan humanitaire, sur le plan militaire, sur le plan politique et sur le plan économique. Et on a vu que pour la première fois, un budget européen avait été dégagé pour livrer des armes à l'Ukraine à hauteur de 2 milliards d'euros. Et là, une nouvelle aide cette nuit a été confirmée de 9 milliards pour aider l'Ukraine à faire fonctionner son économie. Alors bien sûr, ça a été un peu plus complexe avec la Hongrie parce qu'il y a une diversité de pays qui sont dépendants en fait au pétrole russe. Et donc on a trouvé ce compromis et c'est franchement, encore une fois, la démonstration qu'il y a une unité européenne, une réactivité dès qu'il s'agit d'apporter un soutien très très fort et très massif à l'Ukraine, bien évidemment. On est dans une période d'inflation, dans une période de ralentissement de l'activité. Est-ce qu'on peut se passer du pétrole russe sans conséquence pour nos économies? Eh bien, justement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de développer, d'accélérer la souveraineté européenne en matière énergétique et alimentaire. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, y compris d'ailleurs en France. Ça n'est plus possible aujourd'hui de se rendre compte qu'on ne produit pas suffisamment. Donc il faut une production beaucoup plus importante, beaucoup plus locale. Et de ce point de vue-là, on a encore beaucoup d'efforts à faire et accentuer aussi, évidemment, le nucléaire. Ça peut être cet épisode un mal pour un bien en nous poussant à aller davantage plus vite vers des énergies à la fois renouvelables et sur lesquelles on a la main. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il y a eu une prise de conscience, je pense, en France comme au niveau de l'Union européenne et que les choses désormais vont s'accélérer. Alors depuis le grand capharnaüm de samedi soir au Stade de France, l'UEFA, les supporters de Liverpool, le préfet de police de Paris, les ministres de l'Intérieur, des Sports se sont tous lancés dans une grande partie de « c'est pas ma faute ». Pour vous, à qui revient d'abord la responsabilité de ce fiasco? Écoutez, d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter avec cette stratégie de l'esquive. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche et que chacun des acteurs assume ses responsabilités parce que l'image qui a été renvoyée au monde entier était humiliante pour la France. Qui n'assume pas ses responsabilités à vos yeux? Écoutez, je pense tout simplement que d'abord, le ministre devrait reconnaître qu'il y a eu des failles dans le dispositif qui avait été mis en place policiers pour essayer d'anticiper justement l'insécurité qui risquait d'arriver aux abords du stade. Et moi, je pense qu'il faut désormais qu'il y ait une coopération entre tous les acteurs. Police, justice, préfecture de police, évidemment. L'UEFA, de son côté, visiblement, a été également défaillante. On sent bien que les stadistes n'étaient pas suffisants, qu'ils n'ont pas réussi à fluidifier en fait, les contrôles à l'entrée. Et puis, évidemment, revoir totalement de fond en comble, dans la perspective de la Coupe du Monde de rugby et des JO olympiques et paralympiques, toute l'organisation du dispositif de sécurité qui sera mis en place, parce qu'on voit bien que là, pour le coup, il a été totalement laxiste et très très peu anticipé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle de 30 à 40 000 personnes avec soit pas de billets du tout, soit des faux billets. Est-ce que ça, on pouvait l'anticiper, cet afflux supplémentaire de personnes? Mais tout aurait pu être anticipé. On savait très bien qu'on aurait des bandes de voyous qui viendraient agresser des familles qui étaient présentes. Et là aussi, il y a un sentiment d'impunité puisque des voyous ont pu, comme ça, agresser des personnes qui étaient venues tout simplement assister au match de foot. Donc moi, je pense que c'est une chaîne de responsabilité et qu'il faudrait clarifier
Et pour ça, nous avons demandé, nous, chez les Républicains, une commission d'enquête pour voir précisément quelles sont donc les responsabilités des uns et des autres. Mais encore une fois, vous savez, on a un fonctionnement en France qui est très en silo. Il faudrait désormais essayer de faire en sorte que chacun, plutôt que de travailler dans son couloir, travaille ensemble. Je le redis, il faut une réorganisation complète. Police, justice, UEFA, stadistes, évidemment. Vous parliez de ces supporters qui se sont fait détrousser aux abords du stade. Est-ce que l'État a renoncé à assurer la sécurité en Seine-Saint-Denis? Et si oui, depuis quand? Parce qu'on se souvient par exemple de Nicolas Sarkozy, de son Karcher, c'était à la Courneuve, c'était en Seine-Saint-Denis déjà. Vous savez, le talon d'Achille principal d'Emmanuel Macron, c'est sur le régalien et c'est sur les questions de la sécurité. Et c'est vrai que... Mais ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier, bien évidemment, ça date pas d'hier. Mais justement, il aurait dû prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce sentiment d'impunité qu'on est en train de voir encore sous les yeux parce que les voyous viennent et savent très bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne se passera rien. Donc j'ai espéré que tous ceux qui ont été à la manœuvre seront lourdement condamnés. Éric Zemmour, lui, va un cran plus loin en rapprochant cette insécurité de l'immigration. Il dit « La Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps ». Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Écoutez, moi je trouve que c'est excessif parce qu'on ne peut pas dire qu'en Seine-Saint-Denis, tous les jeunes ou tous sont potentiellement des délinquants. Ce que je trouve, c'est qu'en revanche, il y a un vrai laxisme vis-à-vis de ces délinquants et qu'il faut agir et très très sévèrement. Vous êtes élu de Paris. Est-ce que par ricochet, ces événements peuvent dégrader durablement l'image de la capitale? Écoutez, bien évidemment, puisque c'est une gifle devant le monde entier qu'on a pris. On a prouvé, en quelque sorte, que nous n'étions pas en capacité de sécuriser de tels événements. Je pense que on peut le payer très cher en termes d'attractivité. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, on ne l'a pas du tout entendu ce week-end après les événements qui se sont produits. Il y a un premier conseil de Paris post-présidentiel qui démarre aujourd'hui. Vous attendez qu'elle s'exprime sur ces événements ? J'ose espérer, puisque ça a été silence radio pendant tout le week-end. Donc, nous allons voir ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet-là. La campagne des législatives s'est donc ouverte officiellement hier. On a l'impression que les Républicains ne savent pas trop par quelle boule à prendre cette élection après l'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle. Un des arguments qu'on entend le plus, c'est celui de l'implantation locale, de la connaissance du terrain, des électeurs. Est-ce que ce n'est pas un argument un petit peu défensif, d'autant plus que presque un député LR sortant sur 4 ne se représente pas? C'est pas du tout défensif, c'est tout simplement la réalité. C'est que, contrairement à beaucoup de députés En Marche qui sont parfois parachutés, nous avons, nous, des élus de terrain qui sont des députés sortants, qui ont un bilan, qui sont identifiés, qui sont reconnus dans le travail qui a été accompli à l'Assemblée nationale. Et vous le savez, nous sommes la première force territoriale. Nous avons gagné toutes les élections intermédiaires. Et donc, évidemment, nous mettons en avant tous ces atouts, mais nous avons également des valeurs que nous portons sur l'autorité, sur le mérite, sur le travail, sur le pouvoir d'achat. Nous voulons être à l'Assemblée nationale un groupe qui aiguillonne en fait ce gouvernement sur tous les angles morts du quinquennat. Je le disais, sur le pouvoir d'achat, avec des propositions qui sont très fortes sur la baisse de la CSG, sur le fait de ramener à 1,50 € le litre du carburant aujourd'hui, parce qu'on voit bien que la première préoccupation des Français, c'est savoir comment se nourrir, se déplacer et se chauffer. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous avons, nous, des propositions à faire, et pas seulement, également sur les questions de sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Vous dites nous voulons être un aiguillon, justement, ça veut dire quoi? Pas une opposition systématique, mais sélective, j'allais dire. Vous parliez des retraites. Si le recul de l'âge légal est proposé, les Républicains iront dans ce sens-là, voteront cette mesure? Naturellement, nous, notre proposition, c'était de repousser progressivement l'âge de retraite à 65 ans. C'est plus écrit dans votre programme pour les législatives. Avec la prise en compte de la pénibilité et d'interdire la possibilité en fait, d'avoir des pensions qui soient inférieures au SMIC. Ça, c'est très très important pour nous. Et évidemment, quand nous aurons un groupe, ce ne sera pas le groupe de NUP, puisqu'ils seront dans la provocation, dans le bruit, dans la confusion. Vous aurez, avec la droite, une opposition intelligente, constructive et raisonnable et sérieuse. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que les enjeux sont absolument essentiels en France aujourd'hui, et tous ces défis à relever, seule la droite peut aujourd'hui, de façon constructive, et non pas pavlovienne en effet, dans une opposition pavlovienne qui n'aboutira à rien, travailler. Il y a deux personnages qui vous aident pas beaucoup dans cette campagne législative. Le premier, c'est Emmanuel Macron, qui est quasiment invisible depuis sa réélection. Ça vous donne peu de prise pour l'attaquer finalement? Oui, ça a été le cas également de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron s'est dérobé un peu au débat. Et aujourd'hui, il part du principe qu'il y a une tradition en France qui est qu'une logique institutionnelle fait qu'un président élu, on lui donne ensuite une majorité
pour agir. Et c'est vrai que le principal argument aujourd'hui, c'est les candidats députés avec Emmanuel Macron à leur côté sur l'affiche. Nous essayons au contraire de parler des sujets de fond, comme je le disais, le pouvoir d'achat, le mérite, le travail, l'autorité, qui sont des sujets sur lesquels nous allons travailler parce que ce sont des angles morts du précédent quinquennat. Le second personnage qui vous a compliqué la tâche, c'est Nicolas Sarkozy, en appelant entre les deux tours de la présidentielle à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron. Il est en l'état actuel des choses le seul en situation d'agir, à juger l'ancien chef de l'État. C'est difficile de se positionner comme opposant dans ces conditions. Oui, c'est vrai. Écoutez, je vais vous dire très franchement que son soutien nous a évidemment manqué. C'est un ancien président de la République qui a toujours compté pour la droite. Et donc, n'étant pas la porte-parole de Nicolas Sarkozy, j'en dirai pas plus. Mais bien sûr, son soutien nous a fait défaut. Qu'est-ce que vous diriez à un électeur de droite qui a voté Macron le 10 avril ou peut-être qui a choisi l'extrême droite pour lui donner envie de revenir au bercail? Dire que le seul vote utile aujourd'hui, c'est la droite. Qu'on voit bien que la gauche républicaine a perdu sa boussole, qu'elle s'est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon et qu'aujourd'hui, s'ils veulent une politique de droite, eh bien, ils doivent voter pour tous nos candidats estampillés, les Républicains. Merci beaucoup Agnès Evren. Merci à vous.